Salut à tous! Alors que les Celtics occupent l'espace médiatique à quelques jours de la draft 2017 en échangeant leur premier choix de draft obtenu à la loterie en direction des Sixers contre le troisième choix de Philadelphie, eh bien je vous propose de faire un petit peu un retour, un bilan sur le processus de reconstruction de cette équipe des Celtics qui s'est amorcé après la saison 2012-2013, une reconstruction pilotée d'une main de maître par Danny Ainge qui plus que jamais est en train de démontrer à la planète NBA qu'il est un general manager de génie. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Danny Ainge, ancien joueur des Celtics, ancien joueur des Suns, ancien coach des Suns et puis devenu directeur des opérations basket des Celtics, puis general manager et directeur des opérations basket des Celtics. Pourquoi Danny Ainge est-il un génie et est-ce que avec cette équipe des Celtics, il est en train de réussir la reconstruction parfaite? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Je vous propose d'analyser chronologiquement tout ce qui s'est passé du côté de cette équipe des Celtics, toutes les décisions prises par Danny Ainge qui ont conduit directement et indirectement à la montée en puissance des Celtics qui attaquent cette intersaison 2017 avec un trésor en banque et avec énormément de possibilités pour se renforcer. Cette équipe est absolument fascinante et de mémoire, on n'a jamais vu une équipe avec un niveau déjà élevé, déjà conséquent, en sortie de finale de conférence, avoir autant de capacité d'encore se renforcer sur la saison suivante. C'est ce que je vous propose du coup de voir ensemble. Des Celtics qui sont donc dans la 4e année d'un processus de reconstruction qui s'est amorcé au sortir de la saison 2012-2013. 2012-2013, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du cycle avec Paul Pierce, avec Kevin Garnett, avec Ray Allen, avec Rajon Rondo. C'est la fin de cette époque-là. Une équipe, le fameux Big Four des Celtics, qui avait déjà été montée à l'époque par Danny Ainge, qui avait notamment réussi un coup de maître en récupérant Kevin Garnett des Minnesota Timberwolves et en récupérant également Ray Allen. Il avait monté ce Big Four qui a permis à cette équipe des Celtics de faire 2 finales NBA, d'aller gagner un titre, de faire en 2011-2012 encore une finale de conférence, et puis 2012-2013, Ray Allen était parti du côté de Miami, l'équipe était en perte de vitesse, et à ce moment-là, Danny Ainge, alors que l'équipe était encore relativement forte, ils avaient un bilan positif, ils avaient fait les playoffs, mais Danny Ainge décide à ce moment-là, ok, on est en fin d'un cycle, il faut qu'on passe maintenant à une reconstruction, qu'on tourne la page et qu'on reparte de 0. Et il a suivi la voie royale, le chemin exemplaire académique de la reconstruction. Et ce chemin-là, il est très très simple, c'est dégraisser la masse salariale, récupérer des tours de draft pour avoir des jeunes joueurs, et autour de ces jeunes joueurs, se créer un socle qu'on va développer, et autour de ce socle, venir greffer des joueurs de qualité qu'on aura recrutés grâce à l'argent disponible qu'on aura en banque, grâce au dégraissage massif qu'on aura piloté. Alors ça a commencé comment? Ça a commencé en juin 2013 avec le licenciement de Doc Rivers. Alors c'était pas vraiment un licenciement, souvenez-vous, à l'époque ils l'avaient envoyé aux Clippers contre un premier tour de draft. C'est une possibilité en NBA que beaucoup avaient oublié, mais les coachs sont contractuels comme les joueurs et ils peuvent être échangés. Vous pouvez échanger un coach contre un autre coach, contre un joueur, contre un tour de draft, et c'est ce que les Celtics avaient fait du côté de Boston en 2013 en envoyant Doc Rivers aux Clippers. Dans la foulée, arrivé à la draft, les Celtics, ils avaient drafté Lucas Nogueira, qu'ils avaient immédiatement échangé en direction des Dallas Mavericks contre Kelly Olynyk et des deuxièmes tours de draft qui deviendront Clee Anthony Early et Russ Smith, autrement dit des joueurs qu'on a oubliés. Même si Russ Smith était un meneur intéressant avec un énorme potentiel. Mais bon, en tout cas à l'époque ce trade avec le recul paraît relativement favorable aux Celtics, même si Lucas Nogueira du côté des Raptors est en train de monter en intensité. Il a moins de temps de jeu qu'Olynyk, mais sur le temps de jeu proportionnellement comparé des deux joueurs, il est intéressant. Mais il y avait eu ce trade à l'époque. Et dans la foulée,
Les Boston Celtics n'avaient donc plus de coach et ils recrutent Brad Stevens en provenance de l'université de Butler dans l'Indiana, un coach universitaire, le Mozart du coaching universitaire. Brad Stevens avait rejoint l'université de Butler en 2001 comme assistant coach, enfin comme volontaire si vous voulez, il était devenu assistant coach. En 2007, le coach principal quitte l'équipe et Brad Stevens est promu coach en chef de cette université de Butler. Et dans sa saison de rookie coach, il amène l'équipe à plus de 30 victoires. C'est le plus jeune coach dans l'histoire de la NCAA à atteindre les 30 victoires. Au bout de 3 saisons, il est le plus jeune joueur avec le meilleur bilan de l'histoire de la NCAA sur ses 3 premières années. Et il emmène l'université de Butler au Final Four, perdu contre Duke pour la première fois de l'histoire de l'université. Donc, Brad Stevens, même s'il est entre guillemets étranger à la NBA, n'a jamais coaché, n'a jamais été assistant, jamais été joueur NBA, c'est un technicien hors pair du basket. Donc le choix de Danny Ainge, c'est vraiment de se tourner vers quelqu'un de confirmé, qui n'est pas très connu dans le cercle de la NBA, mais qui est très connu aux États-Unis, notamment grâce à son parcours du Mozart du coaching, du côté de l'université de Butler en NCAA. Et juste comme ça, pour que vous l'ayez bien en tête, il est recruté pour 6 ans à 22 millions de dollars au total, ça fait du 3,6 millions de dollars la saison. Quand vous savez, je vous l'avais fait dans la vidéo sur Phil Jackson, que les Knicks, ils ont donné 5 millions la saison sur 5 ans à Derek Fisher qui n'avait jamais rien coaché, voilà. Ça en dit long et c'est toujours quelque chose à avoir en tête. Dans la continuité, les Celtics, on le disait, ils passent en mode reconstruction et ils vont réaliser, avec le recul maintenant, avec les 4 années qui nous séparent de ce trade du 12 juillet 2013, probablement l'une des meilleures opérations de l'histoire des trades NBA, puisque à l'époque, ils envoient Kevin Garnett, Paul Pierce et Jason Terry en direction des Brooklyn Nets contre Bogans, Marshall Brooks, Humphries, Joseph, Gerald Wallace, mais surtout, parce que ce panel-là de joueurs était relativement anecdotique, c'était surtout pour que salarialement ça puisse matcher, il récupère un premier tour de draft 2014, un premier tour de draft 2016, un échange de tours de draft en 2017, qui leur a permis, là, à cette draft 2017, d'avoir le premier choix, et un premier tour de draft 2018. Donc les Nets, ils ont déstocké tout leur tour de draft pour récupérer Garnett et Paul Pierce à l'époque. Ils étaient vraiment dans une logique à court terme, ils voulaient monter une super team et essayer de rivaliser à l'Est. Ça n'a pas marché, mais toujours est-il que derrière, les Celtics, ils étaient comme ça, en mode on a réussi notre coup, parce qu'ils dégraissent, ils se débarrassent des gros contrats des bons joueurs de l'équipe, et en contrepartie, ils récupèrent des tours de draft, ils se tournent vers l'avenir. En 2014, donc à l'issue de la saison blanche, la saison où de mémoire les Celtics arrachent 25 victoires, donc la saison de transition où ils auront tanké, ils draftent Marcus Smart et James Young. James Young, c'est le tour de draft obtenu juste avant, vous voyez, en provenance des Nets. Marcus Smart, un meneur athlétique, plutôt défenseur. Dans cette draft 2014, est-ce que au-delà du 6e choix, il y avait vraiment un joueur qui est devenu un joueur d'impact, un joueur confirmé, à côté duquel les Celtics seraient passés à l'époque? Si on regarde, on va dire les win shares, qui est toujours un ratio intéressant, c'est la capacité à faire gagner son équipe. Marcus Smart est à 9. Est-ce qu'on trouve bien mieux que 9? On va trouver 10,7 avec Rodney Hood, qui effectivement aura été l'une des bonnes pioches en fin de draft 2014. Et puis au deuxième tour, il y avait un certain Jokic. Ça sera le style de cette draft 2014. Mais globalement, avec le recul, le choix de Marcus Smart n'était pas une mauvaise affaire. Et à l'époque, les Celtics s'en sont relativement bien tirés. Cette draft 2014 était globalement assez faible. Dans la foulée, intersaison 2014, on est après la draft en juillet.
les Celtics vont monter un trade avec 3 équipes, un trade en triangle. Ils vont envoyer un deuxième tour de draft, donc rien du tout, en direction des Cavaliers contre Marcus Thornton, Tyler Zeller et un premier tour de draft de l'équipe des Cavs. Donc pour résumer, les Celtics, ils envoient un deuxième tour de draft, ils récupèrent Marcus Thornton et Tyler Zeller, 2 role-players confirmés, et en plus un premier tour de draft. Les Celtics ont vraiment fait une affaire extraordinaire dans cette opération. Il faut se souvenir qu'à l'intersaison 2014, eh bien, les Cleveland Cavaliers ils sont en train de dégraisser pour eh bien, faire revenir l'enfant du pays, un certain LeBron James. Et donc ils sont en mode dégraissage, ils sont dans l'hystérie totale et eh bien, ils sacrifient des joueurs comme ça à tour de bras. Mais superbe opération des Celtics, et elle est d'autant plus superbe qu'elle va permettre quelque chose de magnifique. Ça va venir un petit peu plus tard. En décembre 2014, donc au cours de la saison, eh bien une nouvelle page se tourne du côté des Celtics puisqu'on va échanger la dernière pièce de l'époque du Big Four, de l'époque du titre de 2008, de l'époque des 2 finales, des 3 finales de conférence. On échange donc Rondo direction Dallas contre Jay Crowder, Jameer Nelson, Brandon Wright et un premier tour de draft 2016. On retrouve toujours ces premiers tours de draft qui sont engrangés par Danny Ainge. Un petit peu plus tard, un an plus tard, la progression des Celtics continue. Un an plus tard, toujours dans ce processus de remodelage de l'équipe, eh bien on a toujours un deal à 3 où les Celtics vont envoyer Jeff Green en direction des Memphis Grizzlies et récupérer des Grizzlies, Tayshaun Prince et un premier tour de draft. On continue toujours ce même scénario de reconstruction, on déstocke un petit peu notre effectif et on essaye de récupérer des joueurs corrects en contrepartie et surtout des premiers tours de draft qui ont une valeur marchande et qui, si jamais ils sont conservés, eh bien, peuvent toujours permettre de récupérer des joueurs intéressants. On est toujours dans cette même logique, on applique le plan établi depuis le début et on continue de l'appliquer, de le répéter, saison après saison. Je vous disais tout à l'heure que le deal réalisé avec les Cavs va permettre quelque chose de magnifique. En février 2015, toujours dans un deal en triangle, les Celtics vont échanger Marcus Thornton, qu'ils avaient récupéré, et le premier tour de draft 2016, qu'ils avaient aussi récupéré en provenance des Cavs. Souvenez-vous, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils vont l'envoyer aux Phoenix Suns et récupérer un certain Isaiah Thomas. Et parallèle à ça, ils vont envoyer Tayshaun Prince aux Pistons contre Jonas Jerebko. Donc la finalité de cet échange, c'est Thornton plus Tayshaun Prince plus un premier tour de draft contre Jerebko et Isaiah Thomas. Et avec le recul, souvenez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand les Celtics ont obtenu des Cavs contre un deuxième tour de draft, Thornton, Zeller et le premier tour de Cleveland, et bien ça donne quoi ? Avec le recul en perspective, ça donne du côté des Celtics, on lâche un deuxième tour de draft, donc rien du tout, Jeff Green, et en contrepartie, on récupère Jonas Jerebko, Isaiah Thomas et un premier tour de draft des Grizzlies. Voyez comme ce deal à long terme s'est révélé extraordinairement intéressant, extraordinairement prolifique, parce qu'on a récupéré Isaiah Thomas, qui est maintenant en 2017 l'un des meilleurs meneurs de la NBA, contre rien du tout. On l'a récupéré contre rien du tout. Certes, il est monté en puissance, certes, à cette époque-là, ça n'était pas un MVP potentiel, mais quand il est récupéré en provenance des Suns, il a déjà un CV relativement intéressant et c'est déjà un joueur confirmé. Donc, il est récupéré par les Celtics contre rien du tout. C'est ça l'enseignement qu'il faut retenir de cette opération. En juin 2015, à la draft, les Celtics, eh bien, ils ont pas mal de tours, 2 premiers tours de draft, ils récupèrent Terry Rozier et R.J. Hunter. Au deuxième tour de draft, ils récupèrent un certain Marcus Thornton. C'est pas le même que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un homonyme. Et Jordan Mickey. Une draft 2015 où ils avaient le 16e choix.
toujours intéressant de se demander est-ce qu'il y avait mieux derrière le 16e choix de disponible que Terry Rozier. Eh bien, c'est pareil. Regardez, Rozier, drafté 16e, derrière lui, il y avait éventuellement un Bobby Portis, éventuellement un Larry Nance Jr. qui s'avérera être un joueur intéressant du côté des Lakers, mais c'est pareil, les Celtics ne sont pas passés à côté d'un mutant, d'une superstar dans la deuxième moitié de ce premier tour 2015. À l'intersaison 2015, eh bien, ils ont un petit peu d'argent en banque parce qu'ils ont dégraissé. Ils l'utilisent pour signer Amir Johnson, qui deviendra un titulaire là, dans les 2 saisons depuis 2015 qu'il a passé aux Celtics, un intérieur plutôt défenseur avec un petit tir à 3-4 mètres et un joueur qui, effectivement, sur des stats extrapolées en 36 minutes, ramène du 16 points, 10 rebonds, 16,9 rebonds et qui a un PER un petit peu supérieur à 15, donc un bon joueur de complément. À la draft 2016, les Celtics, eh bien, ils ont à nouveau plein de tours de draft, c'est dans leur bagage, dans leur coffre-fort avec tout ce qu'ils ont accumulé via les trades précédents, comme je vous l'ai montré. Et bien avec ces tours de draft, ils récupèrent Jaylen Brown au 3e choix, un ailier athlétique. Ils récupèrent Gershon Yabusele, un Français drafté 16e, qui a évolué l'année passée en Chine. Les Celtics ont préféré qu'il se développe effectivement dans un autre championnat pour qu'il gagne un petit peu en temps de jeu, en expérience, et il est très très vraisemblable que là sur 2017-2018 il soit réintégré au groupe des Celtics. Est-ce qu'il aura une place dans la rotation? Est-ce qu'il aura un joueur majeur, un rôle majeur? Je n'en sais rien, mais ça reste un des prospects que les Celtics, eh bien, ils essayent de développer en inter. Ils récupèrent Zizic, et dans la continuité, ils montent un trade avec les Grizzlies où ils récupèrent encore un premier tour de draft en échange de Deyonta Davis qui venait d'être drafté au 2e choix, 31e. À cette draft 2016, est-ce que derrière Jaylen Brown, il y avait un joueur qui a été un mutant à côté duquel les Celtics sont passés? Alors, on a très très peu de recul, donc cette réflexion, elle n'a pas grand sens, mais est-ce que les Celtics sont passés à côté de quelque chose dans cette draft 2016 qui, c'est pareil, ne nous voilons pas la face, n'a pas été extrêmement compétitive? J'aime bien regarder les win shares, c'est pour moi un indicateur très 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 intéressant. Ça vous montre vraiment à quel point un joueur a contribué au succès de son équipe. Il y a plein de rookies qui jouent dans des équipes très faibles, qui ont des grosses stats, mais leur équipe ne gagne pas, et finalement n'importe qui pourrait avoir des grosses stats dans cette équipe. Donc il ne faut pas regarder les stats brutes. Là, Jaylen Brown, eh bien, bon, vous voyez qu'il n'a pas fait une saison de rookie où il a été très impactant avec son équipe. En playoff, il aura été intéressant. Derrière lui, est-ce qu'il y a vraiment un joueur d'impact? Il y a les limites. Caris LeVert du côté des Nets qui a fait une saison de rookie intéressante, mais c'est pareil du côté des Nets. N'importe qui aurait pu faire une saison intéressante, et au-delà de ça, effectivement, rien de vraiment transcendant. Rien de vraiment transcendant du côté des rookies, donc pour l'instant on ne peut pas considérer que le recrutement de Jaylen Brown soit tué. À l'intersaison passée, en juillet 2016, eh bien, les Celtics, toujours sur ce même mode, on récupère des jeunes joueurs, on fait des économies, on a de l'argent en banque et avec cet argent on recrute, et bien ils récupèrent Al Horford, l'un des meilleurs intérieurs de la NBA, plusieurs fois All-Star, et qui aura fait dans sa première saison, dans son premier exercice avec les Celtics, eh bien une très très bonne saison et des très très bons playoffs. Il a été signé avec un énorme contrat sur les bases du salary cap 2.0, donc avec des montants qui deviennent absolument astronomiques. Mais Al Horford, vraiment bonne acquisition pour cette équipe des Celtics. Et puis tout dernièrement, on en a parlé sur les réseaux sociaux, ça a été annoncé effectivement hier, eh bien l'équipe des Celtics qui possède le premier choix de la draft 2017, là qui va avoir lieu jeudi dans quelques jours, eh bien ils se sont mis d'accord avec les Sixers pour échanger ce premier choix contre le 3e choix de Philadelphie, plus un premier
tour de draft 2018 qui est un tour de draft protégé. Si ce tour de draft tombe entre la 2e, 3e, 4e et 5e place, il appartenait à l'époque aux Sixers, donc il appartient aux Celtics. Et s'il tombe au-delà, eh bien il se transforme en un premier tour de draft 2019 en provenance des Kings. Alors sur Twitter, sur les réseaux sociaux, à la lecture du communiqué qui annonçait cette opération, donc l'échange entre le premier et le 3e choix de la draft 2017, je vous ai dit magnifique mouvement, parce que c'est un deal qui est 100% gagnant et qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. L'objet de ma réflexion, ça n'est pas de dire que les Celtics font mieux de récupérer Josh Jackson plutôt que Markelle Fultz. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est que les Celtics ne voulaient pas finalement de Markelle Fultz. Ils préféraient récupérer Josh Jackson. Et ils se sont rendus compte, en téléphonant à Magic Johnson des Lakers, en téléphonant aux Sixers, eh bien que Josh Jackson il serait dispo encore à la 3e place. Et puis d'un autre côté, les Sixers avaient très envie de récupérer Fultz, parce qu'ils ont une faiblesse sur le poste 1, et Fultz pourrait parfaitement combler cette faiblesse. Donc les Celtics se sont dit, le joueur qu'on veut drafter, on l'aura à la 3e place, et on a une équipe qui est prête à nous lâcher encore un premier tour de draft pour le récupérer. Donc les Celtics n'ont pas hésité, ils ont montré ce trade, et résultat, eh bien, les Celtics, ils draftent en 3 le joueur qu'ils voulaient drafter, Josh Jackson. Ils récupèrent encore un premier tour de draft pour continuer à renforcer l'équipe ou, et c'est ça qui est intéressant, pour avoir une énième monnaie d'échange pour monter des trades, attirer des très bons joueurs. Les Sixers, eux, eh bien, ils draftent le joueur qu'ils veulent drafter, Markelle Fultz, et Markelle Fultz, il va pouvoir jouer dans une équipe où, sur son poste de prédilection, le poste de meneur, il pourra jouer 34-36 minutes par match et il pourra s'éclater et il pourra complètement épanouir son potentiel sur ce poste 1. Alors, très rapide réflexion sur le pourquoi du comment les Celtics pourraient préférer Josh Jackson à Markelle Fultz. Alors, voyez que d'après NBA Draft, donc qui est un site de Scouting Report qui fait des évaluations des futurs rookies qui arrivent en NBA, les deux ont un potentiel de 100. Donc attention, on n'est pas en train d'échanger éventuellement un Fultz qui est promis à un avenir de MVP contre un role player. On est potentiellement en train d'échanger deux joueurs qui ont un potentiel énorme. Je pense que la première réflexion des Celtics, ça a été de se dire ok, on a le premier choix, a priori le meilleur joueur disponible à la draft, c'est Markelle Fultz. Sauf que nous, du côté des Celtics, notre poste de meneur, le poste de prédilection de Markelle Fultz, il est verrouillé, il est acquis à Isaiah Thomas, qui a déjà dit que de toute façon, il voulait rester un Celtics et qu'il acceptait d'être payé moins pour que Boston ait plus de flexibilité pour recruter des meilleurs joueurs. Donc le poste de meneur, il est verrouillé. Isaiah Thomas est inamovible. Ça veut donc dire que sur le poste 1, les Celtics n'ont que 12 ou 14 minutes à un remplaçant de Thomas à allouer. Et sur ce poste de meneur, côté Celtics, il y a déjà un jeune joueur qu'on est en train de développer. Il y a déjà un Marcus Smart. Donc, ça aurait voulu dire récupérer Fultz et utiliser Fultz en 2, en arrière-shooter. Ça aurait pu marcher. Fultz aurait vraisemblablement pu être un bon 2 aux côtés de Isaiah Thomas. Il y avait une complémentarité, les deux auraient pu jouer ensemble. Sauf que c'était se priver de la possibilité d'utiliser Fultz là où il aurait pu pleinement développer son potentiel. Et c'est un petit peu comme si vous voulez acheter une voiture, vous vous dites « Ok, quelle est la meilleure voiture possible ? Je veux la meilleure. » Et puis vous hésitez entre les concessionnaires et vous dites « Ok, pour moi les meilleures voitures c'est des Ferrari. » Vous rentrez chez le concessionnaire, vous dites « Je veux une Ferrari. » Le vendeur parfait vous regarde et vous dit « D'accord, vous allez l'utiliser où ? » Je veux une Ferrari, mais chez moi j'ai que des départementales cabossées ou des pistes en terre. Le concessionnaire il va vous dire « Oui, la Ferrari ça va être une super voiture, mais vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Allez vous acheter un 4x4, vous allez beaucoup plus vous éclater. » Et c'est exactement ce que les Celtics se sont dit. Ils se sont dit
Fultz, il est sans doute génial, mais on ne va pas pouvoir utiliser pleinement son potentiel parce que structurellement, on n'a pas de temps de jeu à lui accorder suffisamment sur son poste de prédilection. Et je le répète, ça aurait pu marcher en deux, mais moins bien que Fultz du côté des Sixers, vraiment sur son poste 1. A contrario, eh bien, on a un Josh Jackson qui effectivement va pouvoir évoluer sur un poste d'arrière, sur un poste d'ailier. Dans tous les cas, ces deux joueurs sont encore des très jeunes joueurs, donc il ne faut pas considérer qu'ils vont être immédiatement NBA ready, et n'oubliez pas qu'en NBA, le dernier meneur à avoir été élu All-Star, je vous le donne en 1000 roulements de tambour, c'est un certain Damian Lillard. Et ça date, je crois de mémoire, de 2012 ou de 2013. Donc il y a depuis de longues années en NBA, depuis 4-5 ans, une disette sur le poste de meneur. Et le dernier meneur qui a été drafté dans le top 5, parce que n'oubliez pas que Lillard, quand il arrive en NBA, il est sélectionné 6ème, il n'a pas l'étiquette d'une future superstar. Regardez les scouting reports, Damian Lillard, il est comparé à Jared Bayless dans le développement NBA. Donc on n'est pas sur un joueur qui était attendu comme une superstar, on est sur un joueur qui a été drafté relativement haut, 6ème, et qui a confirmé au-delà des espérances. Le dernier meneur NBA à être drafté haut et avoir immédiatement confirmé, c'est Kyrie Irving, et ça date de 2012. Ça date de 2011-2012, dans sa saison de rookie, il est à 20 PER et l'année suivante il est All-Star. Depuis, on n'a pas eu de meneur NBA qui immédiatement est arrivé, a eu un rendement au-delà de la moyenne et a été très rapidement comme un des meilleurs meneurs de la ligue. On a eu des Trey Burke, on a eu des Elfrid Payton, on a eu des Trey Burke, on a eu des Chris Dunn, on a eu plein de meneurs comme ça, des Michael Carter-Williams, plein de meneurs à qui on promettait un avenir radieux et qui ont mis beaucoup de temps et qui sont encore en train de mettre du temps à aller trouver de l'efficacité, à aller trouver du rendement. N'oubliez pas aussi que Damian Lillard, il arrive en NBA, il a 22 ans, il est junior. Donc il n'a pas 19 ans comme toute la pléthore de meneurs là, qui va arriver en NBA. Et ça change pas mal la donne. Ça change pas mal la donne parce que le poste de meneur NBA, c'est un des postes les plus compliqués dans le basket. Vous avez énormément de responsabilités, vous avez énormément la balle en main, et plus vous avez la balle en main, plus vous avez de chances de faire des mauvais choix, de la perdre, de prendre des mauvais tirs, de faire des mauvaises passes. Donc c'est un poste où il faut de la rigueur, où il faut de l'excellence. Et quand vous êtes très très jeune, eh bien c'est compliqué à aller chercher. Dans la liste, vous pouvez rajouter D'Angelo Russell, c'est pareil. On lui promettait un avenir absolument radieux, et voilà, il fait des saisons correctes, mais il est très très loin d'un niveau All-Star, et surtout il est très très loin d'emmener l'équipe des Lakers vers des résultats sportifs intéressants. Donc il faut avoir de la retenue. Il faut avoir de la retenue. Si ça se trouve, Markelle Fultz va être le nouveau Kyrie Irving, il va faire une super saison de rookie, il va apporter du rendement, mais n'oubliez pas le contexte. C'est pas parce que Markelle Fultz va faire une super saison du côté des Sixers qu'il aurait fait la même saison du côté des Celtics. Toujours le contexte, ça pèse énormément. Est-ce que si Tony Parker avait été drafté autre part qu'aux Spurs, est-ce que si Tony Parker avait été drafté aux Clippers, il aurait fait la saison et la carrière, la saison de rookie et la carrière qui est la sienne? On ne sait pas, mais le contexte pèse énormément. Et avec Josh Jackson, eh bien, les Celtics, eh bien, ils ont peut-être un joueur qui va permettre à l'équipe d'avoir une structure un petit peu plus classique. Donc avec un petit meneur, un arrière si Josh Jackson joue arrière à plus de 2 mètres, et un ailier à plus de 2 mètres avec Jaylen Brown ou avec Jay Crowder. Et ça va gommer l'une des problématiques de cette équipe. C'était une problématique structurelle. Et souvenez-vous, je vous en avais parlé dans mes analyses de matchs en play-off. Je vous avais dit, les Celtics, ils ont un problème structurel. C'est que dès lors qu'ils veulent aligner dans la fin de match les meilleurs joueurs de l'effectif, les meilleurs joueurs de l'équipe, donc dès lors qu'on veut faire jouer Avery Bradley, Marcus Smart, Isaiah Thomas, Jay Crowder et Al Horford, on va considérer que c'est le meilleur 5 possible, ou vous remplacez, pourquoi pas, Jay Crowder par Olynyk, si vous voulez jouer un peu plus grand. Mais si vous voulez avoir effectivement les meilleurs extérieurs possibles,
côté Celtics, on est obligé de jouer avec Thomas, Smart et Bradley. Et c'est extrêmement petit et surtout c'est extrêmement léger. En cumulé, ça fait moins de 250 kg. Et en NBA, c'est pas tant la taille qui compte, c'est vraiment le rapport vitesse-puissance. Souvenez-vous de Dennis Rodman, c'était loin d'être le plus grand joueur sur le terrain et pourtant il arrivait à prendre des rebonds à des pivots de 2m15, il arrivait à défendre sur des joueurs beaucoup plus grands que lui. C'était pas une problématique de taille, c'était une problématique de poids-puissance. Et cet alignement sur les postes 1, 2 et 3 des Celtics de Bradley, Thomas et Smart, c'était très très léger en poids. C'était très très léger en puissance et Markelle Fultz n'aurait pas corrigé cette problématique-là. Et c'est cette problématique-là qui, notamment face aux Cavs, a été fatale à cette équipe des Celtics. Et regardez globalement sur ces trois lignes du haut, c'est les rendements en playoff. Dès que les Celtics ont aligné une config avec ces trois-là, eh bien il y a eu un plus-minus, donc un différentiel de rendement entre attaque et défense négatif. Et pas qu'un peu négatif, hein. Vous voyez que c'était très 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 négatif. Et si on prend même un petit peu plus de recul en analysant le rendement sur la saison régulière, eh bien on arrive à un plus-minus positif, à plus 5, mais avec un bilan de seulement 22 victoires pour 10 défaites, quand le bilan du 5 est, je crois de mémoire, à 26 ou 27 victoires et 10 défaites. Donc on a eu un rendement moins élevé que le rendement moyen de l'équipe, et surtout on a un différentiel qui est assez léger et on encaisse beaucoup de points. Donc défensivement ça tenait pas. Cette structure petite, légère, ne tenait pas défensivement, et Fultz n'aurait pas pu gommer cette problématique. Et les Celtics se retrouvaient dans la même situation, obligés de finir les matchs s'ils veulent mettre les meilleurs joueurs ensemble sur le terrain, avec Thomas, avec Fultz, avec Bradley, et c'est très petit. Et ça n'est pas viable. Le recrutement de Jackson, eh bien, il permet éventuellement aux Celtics de finir, pourquoi pas, avec Thomas, avec Bradley et avec Jackson. Ça reste relativement petit, mais beaucoup moins que ces configs-là ou qu'une config avec Fultz. Donc ça peut être l'une des explications de la volonté des Celtics d'aller récupérer Jackson plutôt que Fultz. L'avenir nous dira si c'était un choix judicieux, mais toujours difficile de comparer avec le recul les contextes, parce que si ça se trouve, Fultz aux Celtics n'aurait pas fait la saison qu'il pourra faire aux Sixers. Donc, pas évident d'analyser avec le recul, mais techniquement ça me paraît pas déconnant. Et Josh Jackson, avec un profil un peu à la Andrew Wiggins, un petit peu à la Jimmy Butler, peut apporter un petit peu d'attaque, des qualités de finition. Il doit encore travailler son tir extérieur, son tir à 3 points, son tir à mi-distance, mais quand vous avez 19 ans et que vous arrivez en NBA, ça se travaille, il n'y a pas de souci. Leonard, Butler, ça n'était pas des très bons tireurs quand ils sont arrivés en NBA, ils ont progressé, ils sont devenus un petit peu plus viable, donc ça n'est pas irrémédiable. Et puis dans l'attaque très collective, très huilée des Celtics, eh bien, il y aura des démarquages, il y aura des backdoors, il y aura des cuts, il aura des bonnes passes pour aller finir fort près du cercle, ce qui est plutôt son fond de commerce initial. Donc tactiquement, c'est pas déconnant, et surtout, eh ben, ça permet aux Celtics d'avoir encore un premier tour de draft en plus dans leur besace. Et puis, autre chose qui peut être aussi intéressante dans la récupération de Jackson, c'est que voyez que la saison prochaine, donc à la fin de la saison 2017-2018, Bradley et Marcus Smart seront en fin de contrat. Bradley va demander plus de 20 millions la saison. Oladipo gagne 21 millions de dollars la saison. Bradley va dire « je suis meilleur qu'Oladipo, je veux au moins 21 millions ». Marcus Smart va demander entre 12 et 15 millions. Donc les Celtics ne vont pas pouvoir re-signer les deux, ça va leur coûter trop cher. Mon intuition, qui vaut ce qu'elle vaut, 100% charlatanisme, c'est que les Celtics vont plutôt privilégier Marcus Smart, qui est un petit peu plus jeune, et laisser partir Bradley. Donc ça veut dire que sur le poste 2, il y a eh bien, un titulaire qui part et une rotation qui s'ouvre, une place qui se libère. Et Josh Jackson peut très bien venir compenser cette place sur le poste 2 dans la rotation. Vous allez me dire, Fultz aurait pu aussi compenser cette place dans la rotation. Sans problème.
mais on revenait, si Fultz devenait le titulaire en 2, à la situation des Celtics actuelle où la ligne arrière est assez petite et où défensivement, eh bien, c'est compliqué. S'il y a des écrans, on change, ça crée des mismatchs et ça peut perturber l'équipe. Là où, en ayant Jackson, eh bien, pourquoi pas, qui évolue sur le poste 2, qui devient titulaire en 2, comme à l'image des Warriors défensivement, quand il y a des écrans, souvenez-vous des extraits que je vous montrais, il y avait un écran, un pick and roll qui impliquait Klay Thompson. Klay Thompson changeait, il se retrouvait à défendre sur Kevin Love et il arrivait bien à gêner Kevin Love. Jackson pourrait faire la même chose, ce que Markelle Fultz n'aurait absolument pas pu faire. Donc il y a un petit peu plus de bidimensionnalité chez Josh Jackson, qualité d'attaque et qualité de défense, que chez Markelle Fultz, et c'est d'autant plus vrai sur le poste 2. Alors, quel est le bilan du coup ? On a pas mal digressé avec cette histoire de tour de draft. Quel est le bilan de Danny Ainge en general manager des Celtics sur les 5 dernières années ? Eh bien, sur les 4 dernières années, depuis effectivement la saison 2012-2013, à l'issue de laquelle les Celtics ont décidé qu'il fallait tourner une page et qu'on amorçait une reconstruction complète, eh bien, d'année en année, l'équipe de Boston a eu une progression régulière, avec des victoires qui s'engrangent au fur et à mesure, et une équipe qui monte en intensité jusqu'à atteindre, bien sûr cette saison, les finales de conférence. Ce qui est vraiment très intéressant, et qui est pour moi exemplaire, c'est que cette équipe des Celtics, sous l'impulsion de Danny Ainge, elle a défini un plan, elle a défini une stratégie, elle a défini une vision dès la fin de la saison 2012-2013, et elle s'est tenue à cette vision. Et cette vision, elle est toute simple, c'est le b.a.-ba de la reconstruction, c'est je dégraisse, je recrute des jeunes joueurs, je bâtis autour d'une structure de jeunes joueurs, et avec l'argent que j'ai en banque, je viens rajouter 1 ou 2 pièces extérieures pour compléter ce dispositif de jeunes joueurs. C'est ce qu'avait fait le Thunder. Souvenez-vous, le Thunder, il s'est développé en interne avec la draft de Westbrook, avec la draft de Durant, avec le recrutement d'Ibaka, et puis ils ont monté 2-3 trades, ils ont réussi à avoir Perkins, et ils ont fait une finale NBA comme ça. Les Warriors sont l'exemple parfait d'une reconstruction en interne avec des jeunes. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, tous ont été drafté par Golden State. Et derrière, on a été signé Iguodala avec de l'argent disponible, on est allé signer Livingston et on a monté un trade, Monta Ellis contre Andrew Bogut, et on a monté une équipe compétitive et on est allé gagner le titre comme ça. Et bien les Celtics, ils sont sur ce cheminement-là. Et regardez, ça c'est l'effectif en 2014. Donc à l'issue de la première saison de transition, la saison où on tank. Eh bien, quand vous regardez le roster de cet effectif 2014, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs qui évoluent toujours du côté des Celtics. Donc c'est l'antithèse de ce que Phil Jackson a fait du côté des Knicks, où en 2 saisons, on a modifié 100% du roster, sauf Carmelo Anthony. Là, on a créé une ossature, une base solide, et sur cette base, eh bien, on a monté des étages comme une pyramide en rajoutant des pièces saison après saison, des nouveaux rookies, des joueurs de confirmés, des Amir Johnson, des Al Horford avec de l'argent en banque. Et c'est comme ça que, étape par étape, eh bien, on monte en intensité, on monte en victoire et on atteint une finale de conférence. Et là où l'avenir des Celtics, il est absolument radieux, c'est qu'ils ont de l'argent en banque là. Ils ont un peu plus de 20 millions en banque pour recruter, et surtout, ils ont 6 premiers tours de draft dans les 2 prochaines années, en 2018 et en 2019. 6 premiers tours de draft en 2018 et en 2019, et ils ont potentiellement en 2018 2 choix de draft dans le top 5. Parce que le choix des Nets, si les Nets font encore une très mauvaise saison, eh bien ça peut de nouveau être le premier choix de la draft 2018. Et avec le trade pour Fultz qu'ils viennent de récupérer, eh bien ils ont potentiellement un choix 2, 3, 4 ou 5 en provenance des Lakers. Donc l'avenir, il est absolument radieux, et tous ces premiers tours de draft sont un véritable trésor, sont un véritable coffre-fort que les Celtics vont pouvoir utiliser pour monter les trades. Et souvenez-vous en 2007, comment les Celtics en 2007 ont réussi à se transformer
en passant d'équipe qui ne faisait pas les playoffs à équipe qui joue les finales et va gagner le titre. Eh bien, ils ont réussi ce coup de maître en récupérant un certain Kevin Garnett en provenance des Minnesota Timberwolves, et ils avaient envoyé à l'époque eh bien, un joueur confirmé, Al Jefferson, plus des role-players. Il n'y avait que Ryan Gomes qui avait un rendement à peu près intéressant. À l'époque, Gerald Green, Theo Ratliff, Sébastien Telfair avaient des stats insignifiantes. Et en plus, on va dire, de ce joueur confirmé et de quelques role-players, eh bien, ils ont envoyé 2 premiers tours de draft. Et quand vous êtes une équipe qui veut tourner une page, eh bien vous faites ce que les Celtics ont fait à l'époque. Vous dégraissez vos superstars et vous essayez de récupérer les tours de draft. Et Danny Ainge a toujours dit que ces tours de draft, c'était un trésor, et qu'il n'était pas pressé de les utiliser, qu'il attendait patiemment de tomber sur le gros deal, sur le big deal, pas celui de Vincent Lagaffe, celui de la NBA, sur le big deal qui permettra à l'équipe de récupérer une superstar. Et là, pendant cet été, que peut faire Danny Ainge ? Eh bien, il peut aller toquer à la porte des Pacers en leur disant, écoutez, Paul George vous a dit qu'il ne re-signerait pas en 2018, vous risquez de le perdre contre rien, moi je vous propose Jay Crowder, toujours le joueur confirmé qui peut boucher le trou dans l'effectif, qui amène dans l'immédiat un rendement, et je peux vous proposer 2 premiers tours de draft, ou pourquoi pas 3 premiers tours de draft. Et les Celtics, eh bien l'intersaison, ils ont la masse salariale, donc les différentiels de salaire seront absorbés, et ils peuvent récupérer un Paul George. Et s'ils récupèrent un Paul George, l'équipe, elle change complètement de visage, et elle peut espérer effectivement jouer les finales NBA. Ils peuvent aller toquer à la porte des Bulls, et proposer la même chose. Crowder plus des tours de draft contre Jimmy Butler. Ils peuvent aller toquer à la porte des Clippers. Si les Clippers se décident à tourner la page de l'ère Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, en laissant partir Chris Paul et Griffin à l'intersaison, à la free agency, et en échangeant DeAndre Jordan, eh bien, les Celtics, ils peuvent proposer Crowder, ou pourquoi pas Tyler Zeller, ou n'importe qui d'autre, et des tours de draft, et ils récupèrent un DeAndre Jordan, ils décalent Horford en 4, et c'est pareil, ils se montent une équipe ultra compétitive, qui aura des vraies qualités de défense intérieure et de rebond, ce qui a été une des faiblesses des Celtics. Ils peuvent faire pareil avec les Pistons. Les Pistons, ils sont pas spécialement dans une passe intéressante, et ils peuvent proposer André Drummond contre des tours de draft et un joueur confirmé des Celtics. Et puis si aucun de ces joueurs qui seraient des cibles prioritaires du côté de Boston n'est validé, bah, ils peuvent éventuellement aussi aller toquer à la porte des Knicks. Et Phil Jackson, il sera capable de lâcher Carmelo Anthony contre un premier tour de draft, et encore un premier tour de draft 2019, celui des Grizzlies ou celui des Clippers. Donc même pas un top draft picks des années à venir. Et puis, si jamais rien de tout cela se monte, si aucune équipe finalement n'est partisante pour monter un trade de l'acabit de ceux que je viens de vous proposer, eh bien, les Celtics, ils vont se dire, bah, à la prochaine draft, on a potentiellement 2 top 5, on a de l'argent en banque, donc on va garder nos tours de draft, parce qu'on peut tomber sur un joueur exceptionnel, et puis à l'intersaison, bah, on va essayer de recruter Gordon Hayward, pourquoi pas. On va essayer, pourquoi pas aussi, de recruter Greg Monroe, qui est free agent et qui pourrait être une addition intéressante à cette équipe des Celtics. Bref, vous l'aurez compris, on a énormément de solutions côté Boston. Donc l'avenir des Celtics est absolument radieux. Ça va être très 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 intéressant de voir ce qui se passe à la draft. Est-ce que, en plus des différents recrutements de rookies, des sélections de rookies, il va y avoir tout de suite dans l'immédiat, le jour de la draft, des trades qui vont se monter. Il y a beaucoup d'équipes à cran, beaucoup d'équipes qui veulent effectivement profiter de cette intersaison pour redéfinir un petit peu leur structure, un petit peu leur contour, un petit peu leur potentiel. Les Celtics, ils peuvent emprunter 1000 chemins différents, et on ne pourra pas considérer qu'il y a un chemin meilleur qu'un autre. C'est ça qui est fascinant avec cette équipe. Ce qui est quasi sûr, c'est qu'on aura full 101 Lonzo Ball drafté par les Lakers. Il n'y a pour moi aucun suspense. Quand j'en parle sur les réseaux sociaux, on me dit « Ah, mais les Lakers, ils veulent peut-être prendre George Jackson, ils veulent peut-être prendre le jeune Fox. »
si il y a ce swap entre le 1 et le 3, entre les Sixers et les Celtics, c'est que tout le monde s'est concerté, que Danny Ainge a appelé Magic Johnson et qu'il est sûr que les Lakers prennent Lonzo Ball. Donc il n'y a pour moi pas de suspense, ça va être Fultz, Ball et du coup Josh Jackson côté Celtics, et puis côté Lakers, Lonzo Ball n'arrête pas de dire qu'il veut jouer pour Los Angeles, et tous les fans des Lakers n'attendent que Lonzo Ball. Lonzo Ball, c'est un Los Angelinos déjà dans l'âme. Il est déjà 100% californien, avec tout le drama, toute la théâtralisation qu'il y a autour de ce joueur. Il est déjà 100% Angelinos, donc je ne vois pas comment il pourrait atterrir ailleurs que Los Angeles. Et Josh Jackson aux Celtics, ça pourrait vraiment être intéressant, et d'autant plus intéressant si cette équipe des Celtics arrive à récupérer un Jimmy Butler, arrive à récupérer pourquoi pas un Paul George, et si jamais rien ne se décante là en 2017, Boston est sur un cheminement de reconstruction où d'année en année, eh bien, ils franchissent des paliers, ils franchissent des échelons, et ils ne sont pas dans l'impératif d'avoir absolument tout de suite là quelque chose à cette intersaison. Ils peuvent très bien se dire, on continue de développer nos jeunes joueurs et on attend l'année prochaine. Et si ça se trouve, l'année prochaine, un joueur qui est considéré aujourd'hui comme un franchise player indéboulonnable, intransférable, sera peut-être transférable en 2018. Regardez les Pelicans, ils sont en train de monter quelque chose autour de Cousins et autour de Davis. Pas convaincu que ça va marcher. Si ça se trouve en 2018, les Pelicans vont se dire on se débarrasse de Cousins ou de Anthony Davis. Ça paraît complètement improbable aujourd'hui. Mais peut-être que ça le sera en 2018. Et les Celtics, s'ils récupèrent un Anthony Davis à l'intersaison 2018, eh bien l'équipe avouée qu'elle aura effectivement une toute autre allure. Donc la clé des Celtics, ça a été pragmatisme, raison, patience. Ça a été payant jusque-là, l'avenir est radieux. Donc il n'y a pas de raison que Danny Ainge s'enflamme, mais avouez que Boston a énormément de cartes en main pour attaquer cette intersaison 2017. Ça va être passionnant, bon match à tous.